Laissez-vous guider par les vertus de la créativité, de l'audace. Oser, innover, créer. C'était l'énième message du chef de l'État, du moins l'appel de Paul Biya lancé à la jeunesse camerounaise dans un contexte de célébration de la fête de la jeunesse. C'était le 10 février dernier. Affaire Martinez-Zogo, l'enquête prend la vitesse de croisière après l'interpellation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Cette semaine, ce sont ses proches collaborateurs et membres de la famille qui ont été interpellés pour audition. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Et la première partie de cette émission sera consacrée à l'expérience entrepreneuriale de la jeunesse camerounaise. Et pour cela, nous avons invité une jeune dame, entrepreneur depuis 8 ans. Elle a 32 ans, mère de famille, épouse. Christelle Jackson Domgou Talon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je disais tantôt, vous êtes entrepreneur dans le secteur agro-industriel et votre entreprise s'appelle Sapgo. Oui, c'est quoi Sapgo? Pourquoi Sapgo? En fait, Sapgo, ça veut dire d'abord le panier, les huttes avec lesquelles les mamans vont au champ. Dans quelle langue? En Banjoun, Ouest Cameroun. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener le champ dans nos plats à la maison autrement. Ouais. Tout simplement. Oui, c'est pourquoi Sapgo. Et puis déjà derrière, ça marque une appartenance forte aussi à tout ce qui est production locale. Vous êtes diplômé en transport maritime, gestion de projet, mais vous êtes en plein dans l'agro-industrie. Comment vous faites le maillage entre les deux? À quel moment vous vous retrouvez plutôt dans l'agro-industrie plutôt que dans l'espace maritime, etc.? Donc déjà, je vais dire c'est la passion. C'est la passion qui m'a drainé vers l'agro-industrie, mais aujourd'hui quand même c'est clair que mes compétences en tant que gestionnaire de projet, en tant que logisticienne m'aident fortement dans le développement de ma structure. Mais très jeune, vous êtes jeté dans le vent de l'entrepreneuriat, pour le dire ainsi. Vous n'aviez que 25 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager si tôt dans ce domaine-là? On se sera attendu que vous déposiez des demandes d'emploi de part et d'autre, que vous soyez dans des grands bureaux au port, par exemple. Donc, déjà, d'emblée, je voudrais souligner ici que c'est mon époux. Très tôt, il a pensé que ce serait très intéressant, que c'est l'avenir d'être dans l'entrepreneuriat. Et puis, ça donnait une certaine flexibilité aussi pour la gestion des enfants. Donc, vu qu'on était très jeunes, l'idée vraiment, c'est de se dire, on est sur un boulot où la femme n'a pas beaucoup de pression. Et ça lui donne le temps de pouvoir asseoir d'abord son socle familial pour que plus tard, une fois que le temps que l'entreprise grandisse, elle puisse déjà avoir les enfants et puis maintenant, à son propre compte, gérer les choses plus aisément. Je rappelle que vous avez 3 enfants. Ouais. 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon, que nous saluons au passage. Coucou mes bébés. Ça se voit que vous êtes une épouse et une mère vraiment épanouie. Mais comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Parce qu'on dit il n'est pas évident d'être entrepreneur au Cameroun. Et davantage quand on est mère au foyer et épouse. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Je dirais la première des choses d'abord, c'est mieux gérer son énergie. Je pense que j'ai tout misé dans mon énergie. Déjà de là, garder positif, de rester optimiste et surtout de faire les choix assumés. Ça veut dire que je choisis ce que je veux faire, où est-ce que je vais partir, mais aussi mon adhésion dans des associations de femmes entrepreneurs qui sont plus âgées, qui sont aussi femmes, mères, épouses et parfois qui détiennent plusieurs entreprises. Ça permet qu'avec le partage d'expériences qu'on puisse avoir, c'est un raccourci d'apprentissage pour moi. Donc du coup, je pense que la Cameroun Women Entrepreneurs Network, où je fais partie comme membre en tant que secrétaire général, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de me maturer, comme on dit souvent, comme du bon vin. Donc aujourd'hui, j'ai cette facilité-là à gérer en même temps mes enfants, mon foyer et aussi mon activité. Votre activité, c'est quoi concrètement, Christelle? Mon activité, déjà, je suis dans l'agro-industrie. Et j'espère dans les années à venir devenir une industrielle de renom. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir développer la chaîne de valeur infusion. Parce que jusqu'ici, les boissons chaudes, on les a rajoutées, on les a beaucoup plus orientées vers les thés.
Mais à contrario, lorsqu'on pense, on peut consommer chaud, mais sans toutefois consommer de la théine. Donc nous, on prend le challenge de pouvoir proposer tout ce qui est infusion à base de plantes locales, à base de fruits locaux, de pouvoir les packages dans des produits avec du miel. On a des formules instantanées avec du miel, gingembre, citron, miel. On a des formules sans miel aussi. Et aussi de pouvoir les proposer aussi en iced tea. Donc c'est ce challenge-là de pouvoir relever l'industrie de boissons chaudes au Cameroun et aussi de boissons rafraîchissantes mais sans gaz et qui ne nuisent pas à la santé. Tout en mettant en valeur que ce soit le producteur de la matière première jusqu'au consommateur final. Parce que derrière, il y a une éducation qu'on apporte aussi aux consommateurs dans ce qu'ils passent le temps à consommer pour pouvoir se maintenir en santé. Quand le président Paul Biya demande aux jeunes d'oser, d'innover, de créer, vous vous sentez interpellé? Si, parce que moi, je voudrais dire, si je ne me sens pas interpellée, je ne serai pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le chemin, c'est la recommandation aujourd'hui qu'il faut donner. Peut-être oser, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais surtout mettre une valeur clé qui reste le travail. Parce que même dans notre devise, on a paix, travail, patrie. Mais il y a la valeur du travail qu'on perd de jour en jour. C'est pourquoi peut-être nous, dans la jeunesse, on s'égare un peu. On peut être assez audacieux, on peut prétendre à une meilleure carrière tout en étant un bon travailleur. Bien travailler, ce n'est pas forcément entreprendre, mais surtout c'est de définir un plan de carrière bien clair qui puisse nous mener à l'atteinte de nos objectifs personnels, forcément qui auront un impact sur l'économie. Vous avez suivi le dernier discours de Paul Biya à la Nation. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulier? Auto-emploi. Je vais dire, c'est mon quotidien. Donc, du coup, c'est la partie qui m'a personnellement marquée. Et je me suis dit, tiens, j'avais fait le bon choix. Et je suis sur le bon choix. Et forcément, j'invite d'autres personnes à y rester. Mais c'est clair que ça nécessite beaucoup de résilience. Il ne faut pas qu'on se trompe. Peut-être ma recommandation, ce serait aux responsables, puisque le président il nous demande de pouvoir être dans l'auto-emploi, c'est de pouvoir aussi assainir tout ce qui est rue, tout ce qui tourne autour de cet auto-emploi-là, pour qu'on ait davantage des entreprises, pas artisanes, mais qui deviennent des véritables industries, parce qu'il faut qu'on sorte de la partie artisanale à la partie industrielle pour bâtir peut-être le Cameroun de demain et retirer davantage les jeunes dans le chômage, parce que tout le monde n'aura pas le cran de pouvoir entreprendre. Merci Christelle, vous avez planté le décor et c'est la semaine de la jeunesse. Nous faisons des fleurs à vos congénères qui se démarquent. Et cette semaine, avec le concours de nos correspondants Deva Rionda et Luciano Ndiakoudou, nous sommes rendus à Mélon, rencontrer un jeune de 27 ans qui s'illustre dans la transformation de l'ananas en jus. Il s'appelle Cédric Lemogo. Reportage. L'extraction du jus d'ananas n'a plus de secret pour Cédric Lemogo. Devenir entrepreneur grâce à l'agriculture est un rêve que ce jeune homme caresse depuis sa tendre enfance. Une fois que nous avons récupéré le produit, qui est l'ananas, on passe directement au nettoyage, qui est le lavage. Une fois d'avoir nettoyé, on vient au niveau de la transformation, on pèse. Une fois avoir pesé, on passe directement à l'épluchage puis le coupage. Le rêve commence à devenir réalité lorsqu'en 2018, après l'obtention de son BTS en entrepreneuriat agro-pastoral, Cédric décide de fonder une coopérative des producteurs et transformateurs d'ananas. La structure est chapeautée par un conseil d'administration. Se mettre en groupe c'était si compliqué parce que les gens n'ont pas cru au projet. Bon, du coup, il était question pour nous de les convaincre. Bon, nous avons commencé par une structure d'un hectare d'ananas. Aujourd'hui, nous sommes déjà à une quarantaine de superficies dans la région, sur plusieurs cultures, ananas et baniers plantains. Ses débuts avec un hectare n'ont pas été sans difficulté, mais son abnégation et sa détermination avec l'aide de son petit groupe vont lui permettre de contrôler à nos jours près de 40 hectares d'ananas. Une production qui le transforme sur place en jus de fruits. 30 emplois créés au fruit de ses efforts. Ses performances lui ont valu le prix du meilleur producteur des ananas du littoral au Comice agro-pastoral, édition 2020. Une place qui fait de lui un exemple pour d'autres dans la localité. C'est un modèle à suivre parce que si je suis présentement ici, c'est parce que demain aussi je veux être un exemple. J'aimerais bien qu'on parle aussi de moi. Déjà, ce jeune, comme il dirige la coopérative, qu'un de ces jours, mon nom figure dans la liste des grands entrepreneurs au Cameroun. Cédric fait partie de ces jeunes
auxquels d'autres alums et dans le département du Mongo s'identifient. Il nourrit de grandes ambitions pour leur entreprise afin non seulement de l'agrandir, mais d'améliorer la culture et la production, bien plus la transformation de l'ananas dans le Mongo. Merci beaucoup, Deva Rionda. Retour sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, je vous annonce qu'en deuxième partie, nous recevrons le directeur de publication d'Ouest Echo, un journal qui paraît dans la région de l'Ouest Cameroun, Michel Éclador Péquois, cadre de l'Union des populations du Cameroun. Alors, Christelle, dans un contexte économique dit difficile, quels sont les aléas auxquels vous avez dû faire face dès le lancement et dans votre quotidien? Donc déjà, la première des choses, il y a d'abord la famille. Parce que dans la famille, dans le contexte camerounais, on n'est pas très ouvert à l'entrepreneuriat. Déjà, c'est quand on a fini les diplômes, il faut rapidement se chercher un boulot, il faut rapidement être une femme qui doit savoir faire le ménage, qui doit savoir prendre soin d'un homme et chercher un mariage. Donc déjà, il y a ce contexte-là qui fait en sorte que quand vous venez avec un projet d'entrepreneuriat, personne n'est à même de vous tendre la main et de vous faire avancer. Donc la deuxième chose, c'est les finances. Au fur et à mesure que vous avancez dans le projet, on est dans un système de financement qui n'est pas assez inclusif pour la femme, parce que derrière, dans les garanties qui sont demandées pour pouvoir obtenir du microcrédit auprès des institutions financières, vous avez par exemple la contrainte. Moi, je me rappelle à l'époque, dans mon premier microcrédit, il a fallu que mon mari accepte valider mon contrat de crédit pour qu'on puisse d'abord déjà procéder à l'étude du dossier même. Donc du coup, mon activité n'était pas d'abord analysée en tant qu'activité, mais il y a d'abord eu ce blocus de conjoint là qui apparaît. Ça suppose que si vous étiez célibataire, ça aurait été plus difficile? Plus difficile, je ne saurais le dire, mais toujours est-il qu'on devrait questionner votre vie sentimentale. Savoir, est-ce que si vous vivez seul, est-ce qu'il n'y a pas un homme par hasard derrière qui assume ces charges pour vous? Est-ce que les enfants qui vont à l'école, c'est forcément vous qui payez? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une autre main qui soit masculine qui vous appuie? Donc malheureusement, c'est l'une des choses qui est demandée. Et derrière, dans les garanties physiques même, on va vous imposer un titre foncier. Et dans notre contexte, nous savons tous, même mariés, le titre foncier, le nom qui apparaît, c'est celui du mari. Donc du coup, ça réduit encore les chances de pouvoir obtenir de crédit de façon classique. Donc derrière, on va forcément migrer vers des systèmes de financement assez classiques. On a nos tantines qui marchent plutôt pas mal. On a aujourd'hui des systèmes de fonds de garantie. Par exemple, nous, on a développé au niveau du soin pour pouvoir se rapprocher d'une microfinance et que cela serve de garantie auprès de l'institution financière, plus forcément de passer par le chemin classique qui est imposé par les lois qui sont connues en fait. Alors, Christelle, savez-vous que l'État, à travers les ministères de la jeunesse, le ministère des petites et moyennes entreprises, donne des coups de main aux jeunes porteurs de projets? À quelle porte avez-vous toqué? Donc déjà, j'ai toqué à deux portes. La première porte, c'était celle du ministère des petites et moyennes entreprises, où je me rappelle à l'époque, pendant Promo 2017, où j'ai été même vainqueur parmi les petites et moyennes entreprises qui devaient être accompagnées par ce ministère. Mais bon, je n'ai pas reçu de suite. Donc du coup, après, on n'a pas lâché, on a continué à fouiller. Et plus tard, j'ai reçu un appui du plan spécial triennal jeune à travers le ministère de la Jeunesse. Et bon, j'ai envie de dire, malheureusement, dans mon incendie, ça a emmené tout ce que j'ai reçu comme machine en appui. Vous avez tout perdu? Oui, puisque avec l'incendie, il y a une bonne partie qui a été consumée. Donc là, nous sommes encore dans la relance. Beaucoup de courage. Merci. Alors, vos rapports avec l'administration fiscale, comment vous vous en sortez avec la politique fiscale que les experts présentent comme complexe d'année en année? Bon, moi, je veux dire, j'ai eu cette chance-là avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je travaillais dans une entreprise, une PME. J'ai eu cette chance de pouvoir toucher un peu à tout. Et puis, au vu du redressement fiscal que mon ancien patron avait subi, parce que justement, il y avait cette partie fiscale dont il m'ignorait, quand moi j'ai commencé mon activité, je me suis rapprochée directement d'abord du CFCE qui m'a conduit aussi, qui m'a orienté pour qu'afin je ne tombe pas.
Et aujourd'hui, nous sommes en pleine gestion avec un centre de gestion agréé. Ça permet qu'on n'ait pas ces maux de tête-là et la fiscalité, même si on ne connaît pas les chiffres à fond, mais on connaît quand même les dates auxquelles il faut faire des déclarations. Il faut par exemple déposer sa DSF, renouveler sa patente, et puis on est à l'abri de pas mal de choses. Christelle, vous avez 32 ans. Je l'ai dit tantôt, vous êtes épouse, vous avez 3 enfants. Quels sont vos projets avec la ZLECAf? On va plus produit simplement pour le Cameroun. Quelles sont vos visées? Donc déjà, de par le groupe auquel j'appartiens, Cameroun Women Entrepreneurs Network, on est en partenariat avec la CNCC, le Conseil national des chargeurs, et actuellement nous sommes en train de travailler sur la première partie qui est la mise en forme de l'exécution de la ZLECAf qui passe d'abord par la norme qualité. Donc aujourd'hui, les questions de savoir, c'est les questions de qualité. Comment est-ce que les entreprises agro, d'abord dans un premier temps, puissent pouvoir se mettre en norme au niveau de la norme pour avoir un certificat de conformité. Aussi, la deuxième partie sera axée sur la recherche des marchés. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir chercher des marchés? Et aussi, avec la douane, c'est de savoir quel est réellement l'abattement fiscal dont on bénéficie une fois qu'on est vraiment en train d'exporter vers un pays qui est membre ratifié de la ZLECAf. C'est très bien. Votre entreprise SAPGO, c'est quel effectif en termes d'employés, main-d'œuvre? En termes de main-d'œuvre, directement, j'en ai 10. Salariés? Salariés, parce que c'est des petites mains. Donc, étant donné qu'il n'y a pas encore toutes les grandes machines, on est obligé de faire des choses par les mains, mais indirectement parce que derrière, il y a pas mal d'événements où on emploie des personnes à la tâche, notamment les foires, les événements, ou alors si on est débordé par des commandes, on peut avoir des temporaires. Donc ça peut varier, on peut se retrouver des mois avec 15 personnes ou un peu plus. Et votre matière première, puisque vous travaillez essentiellement avec les produits des champs, où est-ce que vous vous ravitaillez, ou alors vous avez des champs Non, des qui champs, vous permettent de rentabiliser, d'être à jour avec vos commandes? non. Pour les champs, nous n'en avons pas pour le moment parce que nous, on est sur un modèle de développement de la chaîne de valeur. On s'est dit, on ne va pas faire tout, on va rester dans ce qu'on sait faire, qui est de transformer. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on aura la matière première? C'est de travailler dans l'arrière-pays avec d'autres personnes, notamment dans 4 régions. Parce que dans le gingembre, on le prend au niveau du littoral, la citronnelle à Yabassi, le miel et l'hibiscus rouge blanc, on le prend dans le Grand Nord. Donc c'est de discuter avec ces personnes-là, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble pour nous apporter la matière première de qualité. On leur fait aussi des formations sur comment est-ce que vous devez traiter cette matière première pour que nous puissions l'utiliser. Parce que l'objectif derrière, quand même, c'est de limiter l'exode rural pour que chaque personne dans sa zone où elle se trouve puisse gagner de son activité. Alors, pour sortir, vous avez des modèles de femmes qui vous ont permis, qui vous ont inspiré ce projet, vous en avez? Des modèles de femmes, non. Dans mon domaine, non. Mais des modèles de femmes, je pourrais en citer plusieurs qui ont des qualités particulières sur lesquelles je me suis appuyée. Je vais commencer par la première, qui n'est pas forcément connue, qui est ma mère. Parce que derrière, c'est dans elle que je puise mon énergie de résilience. Donc ça, c'est la chose clé pour laquelle je milite chaque jour pour ne pas lâcher. En deux, il y a quand même la présidente de mon association. Étant dans l'archivage, je me suis toujours posé la question à savoir comment est-il possible qu'on puisse avoir une femme qui excelle dans l'archivage, parce que c'est un métier qui sort un peu de l'ordinaire. Et quand même, en 3, il y a la grande dame Mireille Fomekon du JICAM, qui, de par son parcours dans tout ce qui est communication, qui inspire. L'entreprise à 16. Voilà, voilà. Donc ça inspire beaucoup, ça inspire énormément. Donc du coup, je me suis dit, si je peux être dans des groupes où on peut se rapprocher de ces femmes-là, c'est un raccourci d'apprendre et puis c'est un raccourci aussi de bâtir et inspirer peut-être d'autres femmes derrière. Vous avez été inspiré par beaucoup d'autres femmes. C'est l'occasion pour vous de vous adresser à vos congénères, aux jeunes femmes qui ont encore de la difficulté à avancer compte tenu des politiques genre qui ne sont pas forcément très compatibles avec les projets. Que dites-vous au gouvernement? Que dites-vous aux jeunes qui voudraient se lancer, qui sortent des universités, qui ne sont pas forcément passés par les universités, mais qui voudraient s'auto-employer comme vous? Donc déjà, au niveau de l'État, moi je ne m'adresserai pas forcément sur le côté politique, mais sur le côté beaucoup plus social. Aujourd'hui, on veut inciter les femmes à prendre le devant dans des choses. Mais est-ce qu'on a préparé les hommes à vivre avec ce nouveau profil de femmes? Je n'en suis pas sûre. Donc ma recommandation serait peut-être de refaire l'éducation des femmes, qu'elles puissent oser,
sans toutefois être emprisonnées par des préjugés qu'elles pourront recevoir, mais aussi de pouvoir aussi éduquer, mettre les hommes à table, parce que derrière, les hommes ne peuvent pas, les femmes ne pourront pas faire sans les hommes, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique dans laquelle les femmes doivent avancer. Ça ne fera pas d'eux des moindres hommes s'ils épousent ou s'ils épaulent ce type de femmes, mais ensemble, ils pourront construire, on aura tous un impact social. Donc ça, c'est la chose que je voudrais adresser sur la partie sociale, comment vivre avec une femme entrepreneur. Il faut que les hommes acceptent que cette femme-là, elle a un profil différent et forcément, elle aura des agissements qui seront différents, mais il reste le chef. Donc, en deux... Il faut le souligner. Voilà. Donc, en deux, c'est les jeunes qui voudraient se lancer. Moi, je pense que la première des choses, c'est de pouvoir avoir la bonne énergie. Déjà, les choix qu'il faut faire, c'est déterminant. Déjà, si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de vous cultiver, c'est de commencer petitement. Le rêve, il doit être grand, mais comment est-ce qu'on commence avec un petit pas? Vers qui est-ce qu'on se tourne? Qui est-ce que je côtoie? C'est important parce que, comme on dit souvent, les 5 personnes que vous côtoyez, vous ressemblez, vous êtes la 6e personne. Vous avez 5 milliardaires que vous côtoyez, vous êtes le 6e milliardaire, mais si vous avez 6 cancres que vous côtoyez, forcément, vous êtes le 6e. Donc, les choix sont déterminants et ayez une énergie positive. Surtout, commencez avec ce que vous avez. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être venu sur notre plateau et nous vous souhaitons une joyeuse fête de la jeunesse. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Et bonjour à l'époux et aux enfants. Merci Monique. À très bientôt. La seconde partie de cette émission. Ce qui n'était qu'une rumeur s'est confirmé lundi dernier aux aurores. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a bel et bien été interpellé comme l'un des suspects dans l'assassinat de Martinez Zogo, le journaliste. Nous en parlons sur ce plateau avec notre second invité, Michel Éclador-Péquois, journaliste, directeur de publication de Ouest Echo et cadre de l'Union des populations du Cameroun. Éclador, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ce matin pour cette émission, pour cette autre émission de la Rétro. Alors, on vous a vu très actif lors de la publication des listes de candidatures pour les sénatoriales, les candidats retenus pour les sénatoriales. Vous n'y étiez pas compté et on vous a vu dans les couloirs revendiquer. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Ben, c'est la loi, c'est ce que permet la loi quand une liste n'est pas retenue et que vous estimez que vous avez des arguments à faire valoir, justement de les porter à l'attention du Conseil constitutionnel. La loi leur donne 10 jours pour se prononcer par rapport à ce recours. Donc, on attend de savoir ce qui va advenir de cette requête-là. Elle n'était pas muette. Nous avons fait un mémoire où nous avons relevé les éléments qui ont été mis en avant pour rejeter nos listes et avec évidemment les explications qui vont avec. On attend de savoir ce qui va se passer, mais nous, on reste confiants. On reste confiants de ce que notre requête va aboutir. Ben, maintenant, il y a la confiance de celui qui est, entre guillemets, justiciable. Et puis, il y a ce que les juges décident. Mais on le saura très bientôt parce que, comme je l'ai dit, il y a une marge de 10 jours pour clarifier toute cette affaire. L'UPC fait partie des formations politiques qui sont out à l'issue de la publication des listes de candidatures, ceux ou alors celles qui devront concourir le 12 mars prochain. Hormis cela, il y a l'affaire Martinez Zogo qui est au devant des tabloïds. Votre journal en parle également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'ailleurs ce reportage d'Arnaud Gueffak qui a peint la journée de lundi dernier, jour d'interpellation de Jean-Pierre Amougou Belinga. Un lundi à la pointe de l'info, retenu en arrêt majeur, l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga. Première étape loupée en images à son domicile. La force publique déployée là-bas aux premières heures ce matin l'a conduit au groupement de gendarmerie territoriale du Foundi. Aussi pris dans cette opération matinale, 3 de ses collaborateurs, son garde de corps, administrateur de prison, son chef de sécurité et ancien commandant de la garde présidentielle, Raymond Etundisoué, et le directeur général
des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bidjan. Effet d'une prise de gros calibre, les lieux sont minés. L'ambiance ici au groupement laisse bien comprendre que tout n'est pas ordinaire. Il y a quelques minutes, les lieux étaient encore envahis par des gendarmes. Mais le dispositif commence petit à petit à s'alléger. Mais les Pandores restent présents et vigilants à tous les coins et recoins. Portails fermés et les entrées filtrées. Quelques collaborateurs du groupe L'Anecdote aperçus. Une réunion préalable des enquêteurs, nous dit-on, tenue juste en face à la Légion de gendarmerie du centre. C'est après cette concertation que l'équipe des enquêteurs arrive au groupement par ce cortège mixte gendarmerie-police. Ils rejoignent les suspects dans ce bâtiment pour le début des auditions assurément. Ivana Essomba, épouse Bidjan, aperçue à l'intérieur, en train de donner de quoi manger à son mari. Même des chefs de la Léquier campent là pour ne rien rater. Et donc, après l'interpellation de ce chef d'entreprise, des proches collaborateurs, des membres de la famille, filles, l'ont suivi au CED. Alors, dites-nous, quelle impression ça vous laisse, cette sordide et macabre histoire sur la mort de Martinez Zongo? Une impression de très grand malaise. Très, très grand malaise parce que j'ai l'impression que, comme on le dit dans la mythologie, Franz Frankenstein a créé un monstre et le monstre a fini par lui échapper. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper, mais on ne peut pas comprendre le degré de pouvoir que cet individu avait, avec la capacité de mettre au pas la justice camerounaise, de donner des ordres à des officiers de l'armée camerounaise, de recruter comme garde du corps quelqu'un qui a gardé le chef de l'État en personne, d'avoir sous son contrôle la puissance médiatique qu'on a vue avec son groupe L'Anecdote, et être surpris parce qu'en fait, on avait vu venir une si grande concentration entre les mains d'un individu qui, ma foi, laissait présager le pire. Ce qui m'amène encore à dire que... Il bénéficie jusqu'à présent d'une présomption d'innocence. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et encore que si on veut être puriste, on va entonner les trompettes qui ont été prises par ces avocats en relevant les irrégularités qui ont accompagné les vices de procédure qui ont accompagné son interpellation. Mais nous sommes bien coutumiers du fait parce que cela n'arrive pas qu'à lui. On a vu également ces journalistes, pardon, à certains moments, justement, refuser ce même droit, ce même respect des procédures pour d'autres personnes quand il était question pour eux de les soumettre, si vous voulez, à l'humiliation médiatique, comme on a vu avec des interpellations avant lui. Donc, pour moi, je crois que il y a une leçon à tirer. Il faut se dire aujourd'hui, au-delà de la tragédie, de l'ignominie qu'on a vu avec l'assassinat de Martinez Zongo et des conditions surtout dans lesquelles cet assassinat s'est déroulé, il y avait comme une espèce d'un message fort envoyé à tous ceux qui sont les mal-pensants de la dénonciation, de tout ce qui est reproché à ce monsieur. Je crois qu'on aurait voulu dire que tout ce que vous faites aura des conséquences, quand bien même vous avez raison, quand ce ne serait pas pris autrement. Donc il y a eu ce lynchage, ce massacre qu'a subi Martinez Zongo, et je crois que au-delà de toutes les récupérations qui veulent être faites en ce moment, il est important que justice soit rendue à ce confrère. Vous parliez tantôt d'un message aux malpensants, sauf que ça produit l'effet inverse. Un assassinat n'a jamais causé autant de bruit, fait couler autant d'encre et de salive au Cameroun. C'était le statut de la personne
Je crois que c'était le statut de la personne parce que au stade de l'enquête où nous sommes aujourd'hui, on a le sentiment que ce n'est pas le seul assassinat. Je ne vous apprends rien avec les soupçons qui pèsent également sur toute cette camarilla, cette mafia-là, des personnes qui auraient été tuées dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées, mais les soupçons tournent toujours autour de cette mafia-là. Il n'y a pas eu le même effet qu'avec que Martinez Ogo. Je rappelle quand même que Martinez Ogo, comme on dit un peu dans la façon de parler populaire, c'est le genre de viande qu'on ne mange pas. Parce que sa chair est amère. Sa chair n'est pas comestible du tout, parce qu'avec ça, vous êtes sûr d'avoir une indigestion pour toute la vie. Je voudrais quand même faire rappeler que M. Martinez Ogo est mort pratiquement 2 jours après. On a découvert le corps 2 jours après la mort, tout aussi suspect d'un ministre. On n'en parle pas, c'est quand même dans le même pays. Parce que le ministre des Mines qui a disparu dans les conditions que l'on sait, personne n'en parle, blackout. Il y avait des soupçons d'empoisonnement aussi. Oui, on l'a dit, il y a eu des fuites dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous voyez bien que la concentration, la tension médiatique est portée plutôt sur Martinez Ogo, parce que je crois qu'il avait une étoile particulière dans le cas d'espèce qui fait qu'il n'est pas possible que ce qui lui est arrivé passe par perte et profit et que ça reste sous le boisseau. Je crois qu'il y a eu derrière cette prise de conscience cet effroi, parce que je me rappelle bien le jour où on a découvert son corps, aux premières heures du dimanche 22 janvier, moi j'étais à Bafoussam, mais il y avait comme une chape de plomb qui tombait sur la ville, parce que ce matin j'étais allé travailler, et dans la rue c'était incroyable. Pourtant on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas, comme les auditeurs de Martinez Ogo, c'était à Yaoundé, sa popularité c'était à Yaoundé. Mais quand les réseaux sociaux ont commencé à exposer son corps et à supposer la manière dont il a été tué, c'est comme si tout le Cameroun était pris d'effroi. Moi, j'ai vu ça dans les rues de Bafoussam ce dimanche matin. Je me suis dit, ça, c'est tous les Camerounais qui sont appropriés. Tout à fait, parce que là, il y avait quand même pour Martinez Ogo. Cette clameur populaire nécessitait quand même que le gouvernement puisse faire quelque chose. C'est cette clameur qui a permis à ce qu'on arrive à cette étape des interpellations et de l'enquête. Je vous rappelle aussi que les sources de condamnation étaient éparses. Il y a eu les journalistes, comme on le fait souvent, mais au-delà des journalistes, regardez comment la pression internationale, la société civile avec le JICAM, qui a dit que c'était un crime qui faisait planer un doute sur le climat des affaires au Cameroun. Vous imaginez cette convergence, ce type groupé de tous les espaces possibles. Ah, là, c'était difficile. C'était difficile, quelle que soit la puissance prêtée au suspect, puisque tout convergeait vers lui dès les premiers jours de l'enquête, et que le gouvernement continue à faire la sourde oreille, ce n'était pas possible. Alors, pendant que se poursuivent les enquêtes, il y a des informations, des rumeurs qui inondent les réseaux sociaux, qui indiquent qu'il y aurait des pontes du régime, des ministres en fonction, qui auraient trempé dans l'assassinat de Martinez Ogo, des informations qu'on a à travers des fuites. Oui. Qui aurait intérêt à fuiter ce type d'informations? Peut-être, ça peut venir de partout, il faut déjà le dire. Mais au-delà de soupçonner qui est derrière, dans l'intention de diluer les responsabilités des uns et des autres, c'est un jeu malsain qu'il faut éviter. Il y a eu mort d'homme, il y a eu un crime, il faut que les coupables payent. Maintenant, cette personnalité, il n'y a pas de fumée sans feu. On a eu il y a eu d'autres fuites avant ça, où le principal suspect semblait indiquer que c'était plutôt le ministre, c'était un ministre qui était ses protégés, donc ses obligés. Peut-être que c'était l'inverse. Ouais. Il avait la capacité de demander à tel ministre de souveraineté d'agir sur des affaires qui n'avaient rien à voir avec l'implication directe de l'État. Quand on voit que c'est les patrons du contre-espionnage, dans les éléments du contre-espionnage, qui sont soupçonnés dans cette affaire d'avoir conduit l'assassinat de Martinez Ogo, au stade actuel, des soupçons bien entendu, avec les arrestations des personnes qui sont connues, évidemment, on commence à se dire, est-ce qu'on n'est pas dans une affaire, un crime d'État, une affaire d'État? Parce qu'en réalité, les personnes qui sont concernées dans cette affaire
sont extrêmement haut placés dans l'échelle des commis de l'État. Et ça pose un problème. Donc, et du coup, les gens sont légitimement habités par le doute. Jusqu'où ira cette enquête? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'au terme sans finalement ébranler le socle de l'État camerounais par lui-même? Et c'est pour ça donc on peut imaginer que ceux qui doutent que l'enquête puisse se poursuivre jouent des fuites pour que la pression populaire n'empêche pas que l'enquête s'arrête à un moment donné. Parce qu'évidemment, si la décision de l'enquête appartient à ceux qui sont suspectés, ils ont tout intérêt à s'arrêter en chemin. Mais une fois que l'information leur échappe et que ça alimente des pressions, parce que c'est connu, il y a des soupçons, il y a des informations classifiées qui sont déclassifiées, etc., à un moment donné, évidemment, ça devient plus difficile de noyauter cette affaire. Donc je crois que en l'état actuel des choses, on ne peut pas savoir qui est derrière, mais au moins on comprend les mobiles. Les mobiles, c'est que la pression doit être suffisamment forte pour que l'enquête ne s'arrête pas en chemin. Alors, avec la complicité présumée des personnalités haut placées censées défendre les vies, défendre les libertés au Cameroun, va-t-on, Eklador Pekoa, vers la fin de l'impunité au Cameroun? Vous savez, c'est difficile de répondre à cette question parce que depuis que les États existent, il y a des comment on appelle ça, des affaires d'État. Les affaires d'État n'existent pas seulement avec le Cameroun, c'est depuis que tout grand pays a ses zones d'ombre. Pour préciser ma question, Martinez-Zogo, l'affaire Martinez-Zogo va permettre de tracer quand même de grands sillons dans le champ de la lutte contre l'impunité quand même. Dans le cas d'espèce, peut-être les sujets qui l'ont amené à les dénonciations qui ont été faites par Martinez-Zogo, oui, certainement. On va à un moment donné quand même, on ne va pas faire un blackout sur ces affaires de ligne 94, 65, etc. On va certainement essayer un peu opération manipulati, comme disaient les Italiens, une opération même propre, essayer si vous voulez, de rendre la vie publique beaucoup plus transparente sur ces éléments de ligne 94 et ligne 65. Mais ce que je veux dire, c'est que Martinez-Zogo, c'était ce genre de viande pas comestible, mais qui ne peut pas totalement changer la nature des États, parce que chaque État, à un moment donné, a ses parties sombres. Derrière les murs qui se tiennent forts, il y a des choses qui sont sales. Donc, et ça, parfois, cela vous tombe sous le sens. Et maintenant, je crois que la leçon qu'il y aura à tirer, c'est que les gens vont faire un peu plus attention, mais on ne peut pas garantir qu'il y aura un risque zéro des affaires d'État. Les affaires d'État sont ce qu'on imagine. Je vais peut-être faire étalage de ma culture générale, mais vous savez aussi que même en France, avec l'affaire de Reine Babari, François Mitterrand qui arrive président de la République et qu'il envoie des agents secrets saboter des équipements de Greenpeace en Australie, et quand ça se déclenche, on voit le tumulte que ça fait. Vous connaissez l'affaire du Watergate, où le président Nixon espionnait ses adversaires et que ça a été su. C'est les conséquences qu'on sait. Chez nous, maintenant, peut-être qu'il y a une capacité à masquer un certain nombre d'affaires d'État, mais les affaires d'État sont propres à la vie des États. Merci beaucoup. Alors, après cette interpellation qui a eu lieu lundi dernier, 4 jours plus tard, c'était une énième descente d'un fin limier de la police à l'immeuble Ekan, qui abrite l'essentiel des entreprises de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Et ce jour-là, des proches collaborateurs ont été interpellés pour exploitation. Et la conférence de presse qui avait été organisée par les avocats du suspect Amougou Belinga a été supprimée ou alors reportée. Reportée, c'est mieux dit. Reportée, merci beaucoup. Nous donnons à nouveau la parole à Arnaud Nguefa qui suit pour nous cette affaire de bout en bout. Bonsoir. Nous y avons cru jusqu'à la dernière minute ici à l'immeuble baptisé Ekan, qui abrite plusieurs entreprises du groupe L'Anecdote, et notamment celui soupçonné d'être le lieu où a été perpétré le crime odieux de Martinez-Zogo. Ce jeudi, en effet, il y a eu beaucoup de mouvements en ces lieux, nous dit-on.
D'abord, une énième perquisition. Et des sources dignes de foi dans ce sens-là nous renseignent que Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même était de la partie. Convié à une conférence de presse ici cet après-midi, les avocats souhaitaient en effet communiquer justement sur ce qu'ils qualifiaient comme des vices dans la procédure en cours. Nous avons appris sur les lieux, malgré le report de la dite communication, que beaucoup de directeurs collaborateurs de Amougou Belinga l'ont rejoint, tantôt sur convocation, tantôt sur interpellation. Il s'agit entre autres de Mélanie Bibanga, de Inès Belinga, chef de division de la communication du groupe L'Anecdote et porte-parole, du directeur des affaires financières, du directeur général de Vision Finance et de Jean-Claude Fouda, un des collaborateurs les plus proches, pour ne citer que cela. L'épouse de Bruno Bidjan, la nommée Ivana Essomba, serait elle aussi en exploitation au groupement de gendarmerie territoriale du Foundi. Ici, tout est calme, mais les Pandores continuent de veiller. Immeuble Camp, Arnongue Fak, Charnel et Sommet, Raoul Ngoufo pour Canal 2. Eh bien, l'assassinat de certains journalistes ces derniers temps accentue la division au sein de la corporation, les uns accusant sans nuance des confrères de fouler aux pieds les règles éthiques et déontologiques. Quelle est votre analyse sur l'état de la pratique du métier aujourd'hui? Je rappelle que vous y êtes depuis au moins 25, 28, 35, voire 30. 35. 35. 35, ouais. Chapeau bas. Ben, disons que on peut dire de façon ramassée générale que on a la presse qu'on mérite, comme on a les hommes politiques qu'on mérite, comme on a la société civile qu'on mérite. Mais il faut aussi relever que les dérives existent. Elles sont là depuis un certain nombre de temps déjà. Et on semblait s'en accommoder parce que lorsque vous écoutez certains journalistes dans les radios à Douala, Yaoundé, on a l'impression qu'ils sévissent. Ils ne servent pas, ils sévissent. Une pratique qui peut être questionnable. C'est du lynchage à tout vu de champ. Et là, ce n'est plus la simple mission d'informer, parce que le journaliste est à la fois le procureur, il est à la fois le juge qui condamne, etc. Et ça, c'est l'environnement qui veut que cela arrive, parce que si le journaliste rendait compte d'une infraction... Et s'arrêter au fait? Et s'arrêter au fait. Son travail s'arrêterait là, mais il y aura une continuité. Le procureur devrait, par exemple, s'en saisir. Mais on ne connaît pas d'affaire au Cameroun où le procureur s'est auto-saisi des dénonciations des journalistes. À partir de ce moment, ceux qui ont intérêt... Le cas Martinez-Ogo est parlant. Oui, le cas Martinez-Ogo est très parlant. C'était, si vous voulez, la réputation, tout le monde savait ce qui se passait. Aucun procureur n'a eu le courage de prendre ses responsabilités. Il a fallu que le chef de l'État, de par sa statue, avec du haut de son magistère, instruise une enquête mixte gendarmerie-police pour que les choses se mettent en branle. Vous imaginez bien que si les journalistes rendaient compte des dénonciations qui sont faites et que juste après, les procureurs prenaient le relais, suivant cela la clameur publique pour avoir une vérité sur ce qui a été dénoncé, les journalistes seraient mieux respectés parce qu'ils seraient restés dans le cadre qui est le leur. Alors, si ce n'est pas le cas, certains journalistes qui ont peut-être de bonnes raisons de le faire parce qu'ils sont peut-être intéressés, et vont au-delà de leur travail, font celui des procureurs et celui des juges. À partir de ce moment-là, on ne peut pas s'étonner de certaines dérives parce que chacun doit rester dans son couloir. Les journalistes doivent rendre compte, doivent dénoncer. Les procureurs doivent faire leur travail de mener des enquêtes, des investigations pour savoir si ce qui a été dénoncé a un soupçon ou une once de vérité.
et puis le juge va trancher en fin de compte. Ce n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut. On est dans une espèce Une réelle séparation de pouvoir aiderait. Oui, mais il n'y a pas de réelle séparation de pouvoir. Je crois qu'on vient de voir le cas de ce suspect-là, qui a lui se concentrer les 4 pouvoirs. Parce que quand vous avez la même mise sur la justice camerounaise, je vous rappelle quand même qu'il y a un reportage qui est passé dernièrement, où on le voyait célébrer l'entrée à la Cour suprême de l'une de ses épouses. Quand on voit quelqu'un comme lui qui donne des ordres aux éléments, aux officiers du contre-espionnage camerounais pour des sales besognes, quand on voit l'empire médiatique qui est à ses pieds, et il appelle d'ailleurs ses journalistes les chiens pour liquider ceux qui sont mal pensants, ça fait trop de concentration pour un seul individu. À partir de ce moment, on n'est pas loin de penser à un coup d'État. On a suivi des fuites de conversation avec un ambassadeur. Tout à fait. Il vous donnait des instructions, il grondait. Il n'y a pas que l'ambassadeur. Il y a le secrétaire général de la police qu'il tensait comme un gamin. Il y a les fuites de ces conversations avec le directeur du cabinet civil. Et ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop pour qu'on ne soit pas loin d'un véritable coup d'État, parce que là, évidemment, quand tous les éléments d'un État de souveraineté, de force publique, sont sous les contrôles d'un individu qui, officiellement, n'a pas un mandat, on est en droit de se poser de graves questions. Je crois que j'aurais été dans un autre cadre quand j'aurais dit que l'affaire Martinez, c'est du pain béni pour le chef de l'État, parce que cela lui permet de revenir au centre du jeu. Beaucoup de gens avaient fini par penser que le Cameroun n'est plus gouverné, qu'il n'y a pas, le président ne gouverne plus, ne gère plus rien du tout, et que ceux qui parlent en son nom sur très haute instruction, on n'est même pas sûr qu'ils ont eu accès au président de la République. D'ailleurs, vous vous souvenez très bien de cette instruction du secrétaire général de la présidence qui avait été contestée en son temps par le garde des Sceaux et qui disait je ne suis pas sûr que c'est vraiment les hautes instructions dans l'affaire justement qui impliquait comme par hasard le suspect numéro 1 dans cette affaire parce qu'il se fâchait que les impôts lui aient demandé de payer ce qu'il devait payer après avoir gagné des marchés grâce à la commande publique. Donc, vous voyez, donc, ce genre de parrainage, ce genre on est dans un clair-obscur qui fait qu'il y a certains individus qui sont véritablement des dangers, des menaces pour l'État même, dans sa survie. En attendant que les choses soient clarifiées, justement, que les enquêtes soient menées jusqu'au bout. Et je soutiens très bien, je comprends bien les lanceurs d'alerte qui organisent des fuites, évidemment pour mettre la pression pour que l'enquête ne s'arrête pas. Et la probabilité dans une situation normale, une enquête comme celle-là ne devrait pas aboutir. On regarde toutes les personnalités qui sont mises en cause. On regarde leur proximité avec le chef de l'État et tout le reste. Si toutes les personnalités mises en cause, oui, ou supposées être mises en cause, si cela s'avérait, pensez-vous que le système système étatique actuel, s'en sortirait sans être désagrégé, décomposé, comme un château de cartes? Peut-être qu'on va me taxer de dire ce que je vais dire tout à l'heure, mais j'ai l'impression que le chef de l'État, c'est un être assez exceptionnel, en ce sens que, regardez son parcours en 40 ans de pouvoir. Il a échappé à combien de coups d'État? Il a échappé au coup d'État de 84. Il a échappé au coup d'État économique de 87 quand il dit que le Cameroun n'ira pas au Fonds monétaire international sous la pression des gens qui veulent lui faire un certain nombre d'accords qu'il n'approuve pas. Il a réussi à échapper à ça. Vous avez vu la rue qui grondait dans les années 90-91. Il a échappé également à cette transition des vents d'Est dont on parle. Le challenge de la modification de la Constitution en 2008, il en a échappé. C'est un homme, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on a l'impression que c'est un chat qui a cette vie. Donc autant de vie, autant d'épreuves, et il s'en sort toujours. On constate tout simplement que un président normal, dans une affaire comme celle-ci, aurait été forcément éclaboussé. Mais avec... on a plutôt le sentiment qu'il reprend la main et prouve qu'il est bel et bien encore on l'a vu
bon pied, bon oeil lors de son allocution hier pour la fête de la jeunesse. On a très bien vu que c'est quelqu'un qui... On a l'impression qu'on a affaire à plusieurs personnes dans une seule personne parce qu'une telle vigueur, une telle vitalité à son âge, ça paraît quand même, ça sort de l'ordinaire. Donc ce président de la République, regardons juste. Regardons juste et regardons. Alors, l'ONU s'est également intéressée à l'affaire Martinez-Zogo et s'inquiète des conditions sécuritaires des journalistes camerounais. C'est à travers la sortie du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme cette semaine. Une sortie qui intervient après l'assassinat d'un autre journaliste, quelques jours seulement après celui de Martinez-Zogo. La lecture de ce communiqué, de cette sortie avec Michael Chikyu. Après l'assassinat de Martinez-Zogo, qui secoue le Cameroun depuis des semaines maintenant, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU rappelle à la mémoire collective que Jean-Jacques Olabébé, présentateur radio et prêtre orthodoxe, a été retrouvé mort le 2 février près de son domicile au quartier Mimoman à Yaoundé, apparemment abattu par des inconnus. L'institution rappelle que ce meurtre intervient 11 jours après celui de Martinez-Zogo. Tous deux étaient des voix franches contre la corruption, utilisant leur tribune à la radio pour dénoncer des cas de détournement présumé de fonds publics, écrit l'ONU. Dans le même texte, on peut lire que le prêtre et présentateur Olabébé a été ces dernières semaines l'un des premiers à demander que justice soit faite et que les coupables répondent de l'assassinat de Martinez-Zogo, son proche associé. L'on peut également apprendre dans le texte de l'ONU qu'en janvier dernier, au moins 3 journalistes camerounais ont signalé qu'ils avaient reçu de sérieuses menaces de la part de personnes non identifiées. Occasion pour Genève d'appeler les autorités camerounaise à prendre toutes les mesures pour créer un environnement propice au travail des journalistes sans crainte de représailles et pour faire respecter le droit à la liberté d'expression. Aussi, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, en se satisfaisant de l'ouverture d'une enquête ordonnée par le président de la République sur le meurtre de Martinez-Zogo et de l'arrestation de certains suspects, demande aux autorités de veiller à ce que le meurtre du journaliste et prêtre Olabébé fasse également l'objet d'une enquête indépendante et que les assassins soient tenus pour responsables. L'institution finit par rappeler qu'une presse libre, indépendante et diversifiée est essentielle pour que les citoyens soient informés et en mesure de demander des comptes aux institutions publiques. Alors, Michel Éclador-Péquois, Reporters sans frontières, voit dans l'affaire Martinez-Zogo ou Amougou Belinga, appelez-le comme vous voulez, une profonde crise politique et la face visible de la bataille sur fond d'une interminable fin de règne en vue de la succession de Paul Biya. Quelles leçons tirer de cette conclusion qui paraît apocalyptique? Il ne faut pas attendre le jugement de Reporters sans frontières pour faire sien ce constat, parce que tout le monde le voit. La constitution camerounaise règle les cas de vacances au pouvoir, mais il y a eu manifestement une mise en place, n'est-ce pas, des conditions qui laissent douter de l'aptitude institutionnelle à gérer cette vacance. On a un vice-président, le président du Sénat, qui est le successeur constitutionnel, qui semble beaucoup plus mal en point que le président. On a la force des réseaux tout autour du président de la République, qui laisse craindre que les gens qui ne sont pas élus puissent confisquer le pouvoir de façon irrégulière, et si un cas d'accident venait à intervenir. Donc, on n'a pas affaire à, si vous voulez, à une garde républicaine, on a fait une garde présidentielle, et ce qui change tout dans la définition. Donc, ce n'est pas la République qui est protégée en ce moment-là, c'est bien le président de la République qui est la clé de voûte de tout le système, et on ne voit pas une traçabilité claire. Il n'y a pas en cas d'accident, évidemment, toutes les portes sont ouvertes, y compris les portes du chaos, parce que la question institutionnelle n'a pas été véritablement réglée et n'est pas en phase avec ce que la Constitution prévoit. Reste que
certains vous diront il faut tout simplement prier que ça se passe bien. Et on voit également que dans cet enchevêtrement, des forces obscures confisquent les moyens de la pression de l'État, les moyens de souveraineté de l'État, que ce soit la justice ou le Conseil constitutionnel, qui va dire le droit en matière d'élection présidentielle, que ce soit la force publique qui est aujourd'hui confisquée, entre guillemets, par des lobbies plus ou moins à consonance régionale ou tribale, comme vous voulez. Et quand on voit également, à côté de tout ça, l'absence de transparence dans le jeu politique qui aurait pu régler cette affaire, on est en droit d'être inquiet. On est en droit d'être inquiet, mais il ne faut pas non plus céder à la sinistrose. Il y a des situations beaucoup plus compliquées que celle-là qui ont été dénouées par un jeu du destin, essayant d'être optimiste quelquefois, mais à vue d'œil, ce que le constat, le tableau que Reporters sans frontières fait n'est pas très loin de ce que les Camerounais Et les partis politiques de l'opposition parlent du début du grand soir. Oui, c'est une expression qui a été justement imaginée par l'UPC au plus fort de son trou noir. On dirait qu'on se retrouvera au grand soir. Le grand soir, évidemment, c'est ce rêve-là où ceux qui combattaient dans le maquis, qui étaient perdus dans le maquis, et qui se disaient, on se sépare parce qu'il y a les nécessités du combat, mais le grand soir, nous serons ensemble à Yaoundé et on célébrera la victoire. Donc, cet espoir auquel ceux qui se battent s'attachent, qui fait que on parle du grand soir en termes de victoire finale. Mais la conception que certains en font aujourd'hui, c'est que c'est plutôt une nuit des longs couteaux. Ce grand soir qui va se faire sur la dépouille de ceux qui auront perdu, parce qu'il n'y aura pas la fraternité à laquelle les Camerounais aspirent. C'est entendu. Nous allons aborder un autre pan de l'actualité de cette semaine. Eh bien, le Conseil électoral a rendu sa copie pour ce qui est des listes de candidatures à concourir pour le 12 mars prochain. Ce sera le rendez-vous électoral de ce premier trimestre de l'année 2023, les sénatoriales. Je vous propose cette succession de reportages réalisés par les soins de Delphine Fonkouténé. Dans les couloirs du Conseil constitutionnel ce 9 février, nous surprenons des hôtes du greffier en chef de cette institution. Oui, entrez. Bonjour maître. Merci, bonjour. Deux militants de l'Union des populations du Cameroun, porteurs du courrier de leur parti. Il s'agit de 5 requêtes pour les 5 motifs de rejet de leur liste de candidature dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous avons fait un mémoire pour relever que les 5 motifs n'étaient pas tout à fait justifiés. Évidemment, ce n'est pas à nous d'apprécier ce que les juges du Conseil constitutionnel vont décider, mais nous avons bon espoir que notre liste sera rétablie très rapidement et que nous pourrions participer pour ces élections sénatoriales pour le compte de l'UPC dans la région de l'Ouest. À leur suite, 4 requérants toujours de l'UPC qui souhaitent la réhabilitation de leur liste respectivement dans la Damawa, au centre, au littoral et au nord-ouest. Ces requêtes du Parti des Crabes s'ajoutent à celles du Mouvement pour la défense de la République, reçues cet après-midi ici. La secrétaire générale d'Aïssa Lawai Grao conteste la liste de son parti, le MDR, à l'élection des sénateurs du 12 mars prochain. 3 autres requêtes déposées le 7 février après la publication des listes de candidatures par le Conseil électoral. L'une est celle d'Amadou Aïdio, candidat suppléant du RDPC à l'Ouest, qui souhaite la réhabilitation comme tête de liste. Les 2 autres sont introduites par André-Marie Dibamou au nom du Parti Jeunesse démocratique du Cameroun. Recours contentieux contre le rejet par Elecam de la candidature du parti GDC dans la région du centre et recours contentieux contre la validation par Elecam des autres partis politiques dans la région du centre. Des dossiers sur la table du greffier en chef du Conseil constitutionnel qui attend jusqu'à minuit ce 9 février les autres requêtes. Passé le dépôt des requêtes du contentieux des candidatures, suivra le déroulement du contentieux de ces candidatures.
Plus que 9 jours maintenant au Conseil constitutionnel pour rendre sa copie. Le Conseil électoral sera par la suite notifié des décisions de la Chambre présidée par Clément Atangana, issues du contentieux des candidatures, conformément à l'article 131 alinéa 3 du Code électoral. Les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais acceptées dans les 10 régions. Le parti du flambeau sera en compétition dans la Damawa et à l'Est avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, au centre avec le Front des démocrates camerounais, à l'extrême nord avec l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et le Mouvement pour la défense de la République. Dans le littoral, le parti au pouvoir sera face au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Front pour le salut national du Cameroun, le RDPC et l'UNDP sont les 3 partis en liste dans le Nord Cameroun. Le parti de Paul Biya croisera le fer avec celui de Ni John Frondi dans le Nord-Ouest. Le RDPC, seul parti en compétition au Sud et au Sud-Est Cameroun. L'Union démocratique camerounaise, l'Union des mouvements socialistes et le RDPC sont aux prises dans la région de l'Ouest Cameroun. À l'Ouest justement, Françoise Puené, plus connue sous le pseudonyme de Mami Nyanga, et Rodrigue Tchétchembokoko sont les 2 nouveaux visages du RDPC à l'Ouest, tandis qu'au centre, Boyomo Asala, ancien directeur de l'ESTIC, entre en jeu pour la toute première fois, tout comme Pierre-Emmanuel Tabi. De nouveaux visages également enregistrés dans les partis d'opposition, officiellement en liste depuis ce mardi, pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Eh bien, Éclador Péquois, ce sera des sénatoriales pour la 3e mandature. Ouais. Que peut-on attendre des sénateurs qui vont être élus au soir du 12 mars prochain? Vous avez déjà la configuration des partis politiques qui seront en compétition. Le RDPC va avec une avance de 4 partis et des grands partis qui ne seront pas de la course, en commençant par le vôtre. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme profil de sénateur ou comme déjà, type de Sénat? Le profil du Sénat qui arrive ne sera pas différent des précédents parce que nous aurons affaire à une chambre pratiquement monocolore. Déjà, sur les 70 sénateurs qu'il faut élire, avant même que la compétition n'ait commencé, le RDPC a déjà 14. Il est face à lui-même. Il en reste 56. Il en reste 56, où il a la majorité, si vous voulez, des grands électeurs qui sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, etc. Donc, il n'y a que peut-être dans la Damawa qui peut être jouable de façon statistique, mais partout ailleurs, on sait que le RDPC va l'emporter majoritairement. Et au-delà de cette victoire annoncée du RDPC, le chef de l'État, qui est le président national du RDPC, a encore la possibilité de nommer 30 sénateurs qu'on imagine bien, qui vont renforcer l'escarcelle du RDPC. Et ce qu'il y a à dire, c'est que les enjeux se mesurent en fonction des partis politiques. Là, je vais prêcher pour ma chapelle pour dire, vous aurez constaté que, bien que n'ayant pas de grands électeurs, l'UPC dès le départ a présenté des listes dans 5 régions. Et vous allez me poser la question, comment? Évidemment parce que lorsque vous voyez l'histoire de ce parti, vous voyez la façon dont il a été traité dans les élections précédentes, notamment les élections de 2020, où les listes de l'UPC avaient été recalées dans la plupart de ces fiefs pour donner les résultats que l'on voit. Il y a aujourd'hui un impératif de survie pour l'UPC. Qu'est-ce que l'UPC aujourd'hui représente? Parce qu'on voit la mort programmée de l'UPC. Il n'est pas déjà mort complètement. Tout à fait. Donc, c'est cet enjeu que nous mettons en avant aujourd'hui pour dire on va se battre parce qu'il faut quand même, on va pas rendre les armes sans avoir combattu. Parce que la conscience nationale camerounaise, est-ce qu'elle peut véritablement se passer de la matrice politique originaire du Cameroun qui est l'UPC? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous avons aussi en interne des enjeux qui ont nécessité, qui ont justifié la pluralité des listes. Vous savez aujourd'hui que l'UPC est pluricéphale
non pas du fait des militants, mais du fait des ingérences qui font que aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs patrons, plusieurs secrétaires généraux, plusieurs présidents, etc. Et on voulait bien que là où se décide l'instance judiciaire, l'instance juridique qui consacre cette élection-là, qu'on puisse être fixé. Parce qu'au-delà de ce qui se passe maintenant, il reste que la vie est dynamique et que les prochaines élections, c'est en 2025, est-ce que l'UPC aura le recul nécessaire, le sursaut pour se remettre en cause et affronter ces élections locales où on a quand même plus de chances si on est mieux organisé. Donc tout ça, pour nous, c'est un enjeu très important de ne pas disparaître de l'échiquier politique camerounais. Michel Ekador-Pécois et quelques compagnons, je parle de vous précisément, venaient de créer une énième faction de l'UPC. On se souvient au congrès de Baden-Kop. Pour quelle efficacité? Pour quel objectif? On est déjà à plus de 300 partis politiques au Cameroun. Vous avez parlé d'un UPC qui est pluricéphale. Oui, mais justement, nous n'avons pas créé une nouvelle faction. Nous sommes dans la continuité du congrès qui était légalisé, qui était connu en 2017. Le vrai congrès de l'UPC s'est tenu en 2017. Les dirigeants étaient élus pour 3 ans. Leur mandat devait s'achever en 2020. Avec pour secrétaire général Baligel. Voilà. Donc, à terme de ce mandat-là, nous sommes allés régulièrement à un congrès après avoir utilisé les voies et moyens internes pour légitimer ce congrès. Et au niveau de la légalité, il reste maintenant, si vous voulez, l'onction de la légalité pour qu'on s'en tire avec à la fois la légitimité et la légalité qui permet d'organiser le parti sur le plan national. C'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, revenons en arrière pour dire qu'il y a eu une direction en 2017 où je suis membre de cette direction sortante en tant que secrétaire, membre du secrétariat. D'ailleurs, vous savez le rôle du secrétariat à l'UPC. Je suis membre du secrétariat de ce bureau de 2017. Mais on a eu par un coup de chapeau magique, en 2018, une note gouvernementale qui nous disait que nous, on n'existait pas, que celui qui parle au nom de l'UPC, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le couloir du Congrès, qui a été reconnu pourtant son temps par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de 2017. Donc vous voyez bien que c'est autant d'ingérences, autant de choses qui font que, à la fin des courses, l'UPC est atomisé. À qui profite tout cela? Eh bien sûr, à ceux qui ont figé leur horloge sur l'heure de la répression coloniale, parce que l'UPC est une mauvaise conscience pour ceux à qui on a donné le pouvoir en gestion alors qu'ils n'en voulaient pas. Il y a ceux qui se sont battus pour avoir l'indépendance du Cameroun et il y a ceux qui ont géré. L'UPC s'est battu, d'autres ont géré et l'UPC reste leur mauvaise conscience. Voilà pourquoi aujourd'hui ils se complaisent dans ces micmacs pour davantage fragiliser et ridiculiser l'union des populations du Cameroun à travers tout ce que vous voyez sur la scène politique. Mais nous, c'est notre devoir. C'est notre devoir de se battre, de faire prévaloir d'autres sons de cloche et de rappeler qu'en fait, l'UPC est victime d'un complot et d'un crime parfait. Le crime parfait se comprend par cette manœuvre où vous éliminez quelqu'un et vous le faites porter le chapeau de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, on a beau dire les gens de l'UPC aiment les désordres. Mais qui a créé ces désordres? Ce n'est pas les UPCistes, ce sont les ingérences, des ingérences gouvernementales qui font aujourd'hui que l'UPC est ridiculisé. Le rapport de force. C'est le rapport de force. L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'UPC ne peut L'histoire pas est écrite par les résister. vainqueurs et l'UPC, malheureusement, dans ce combat, avait perdu. Alors, nous allons sortir par la thématique sur laquelle nous sommes embrayés. On parle justement des sénatoriales. Bilan, je l'ai posé il y a une semaine, je vous la repose aujourd'hui. Nous allons à une 3e mandature. Quel bilan, que répondez-vous à ceux qui soutiennent mordicus que le Sénat au Cameroun était une option pour caser une certaine clientèle politique? On n'est pas loin de penser ça, mais je crois que le Sénat quand même peut rêver mieux. Parce que dans un État comme le Cameroun, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la statue de sénateur, à condition qu'ils soient écoutés. On ne va pas ressusciter le sultan roi de Bamoun dans son temps, M. Mbobonjoya, mais du haut de sa statue, quand il parlait, on sentait que c'est quelqu'un qui avait vécu l'État, qui avait porté l'État et qui était aujourd'hui une figure, une référence pour la cohésion nationale. Il y avait lui le chef Mukete. Il y a des personnalités comme ça. Peut-être que pour revenir à l'UPC, s'il n'était pas mort trop tôt, quelqu'un comme Augustin Frédéric Kodok, sa place serait au Sénat.
Parce que ce sont des gens qui ont tellement porté l'État à un moment donné qu'ils sont aujourd'hui les garants de la continuité de cet État-là. Certains JPCistes le taxent d'être celui qui on aura a fragilisé. On aura l'occasion de faire son bilan, parce qu'évidemment, un bilan, c'est des actifs et des passifs. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans son bilan, mais il faut avoir suffisamment de hauteur et de lucidité pour dire que son bilan n'était pas que négatif. Absolument. C'était une fleur avec ses épines. Mesdames, Messieurs, nous sortons de ce programme. Bientôt, on parlera des délestages à profusion avec des impacts sur l'économie. Les ménages qui perdent des frigos, des appareils électroménagers, on en reparlera. On va sortir avec cet énième assassinat cette semaine. Maître Photo qui a été retrouvé poignardé et jeté dans son véhicule à Baham. Ce sera votre dernière réaction. De plus en plus, ce type d'assassinat est courant au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Je vais poser cette question, comme on le fait dans les rues. Que se passe-t-il? C'est que les Camerounais ils vivent de plus en plus mal. Il y a malheureusement une littérature qui s'est développée qui met en avant le vide humain qu'il y a en l'individu. Parce que des gens ne peuvent pas comprendre que des gens qui ne soient pas en détresse, qui ne soient pas malades, en viennent aujourd'hui à se comporter de cette façon. Et d'ailleurs, on les voit trouver de l'énergie dans des drogues pour se donner la capacité d'agir, d'ôter la vie humaine. Mais ceux qui le font devraient savoir que dans une société organisée, le crime ne paye pas. Merci beaucoup. Eh bien, définitivement, il y a une maladie hémorragique qui ôte des vies du côté de la Guinée équatoriale à un pays voisin. Notre reporter Ambroise Fogué s'y est rendu pour avoir les informations courantes. Je vous propose de l'écouter. L'information datant de 48 heures maintenant est devenue virale depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Tout est parti de ce communiqué datant du jeudi 9 février dans lequel Roland Ngoufonka, chef du district de santé de Lamzé, indiquait qu'il y aurait eu 20 morts mystérieuses dans des villages équato-guinéens bordant la frontière camerounaise dans la province de Kintem. Qu'en est-il exactement? Il y a eu tellement de morts et très rapidement que dans ces villages équato-guinéens, on suppute sur de la sorcellerie. En réalité, l'épiphénomène présente des symptômes avec un tableau de fièvre hémorragique. Vigilance et prudence, voilà les mesures prises par les autorités, tellement le risque d'importation est élevé. Un communiqué du ministre de la Santé publique du Cameroun appelle le personnel soignant et toute personne en contact avec la maladie de remonter vite l'information au 1510, le numéro vert. Des investigations multisectorielles sont en cours, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique. On dit de se méfier du contact avec de la viande de brousse. Pour l'instant, les mouvements des populations sont restreints tout au long de la ceinture de la frontière. Merci beaucoup, Éclador Péquois. Merci également à Ambroise Fogué qui a fait le déplacement pour nous informer de ce qu'il y a. Une maladie dangereuse de l'autre côté de la frontière. Suivez les prescriptions du ministère de la Santé pour vous mettre à l'abri d'une autre catastrophe sanitaire. Je vous dis merci d'être venu sur notre plateau et bonne fête de la jeunesse. Merci Monique, et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et peut-être d'échanger. J'espère que ça a été un plaisir pour les téléspectateurs de Canal 2. Ça a été un plaisir pour moi et assurément un plaisir pour les téléspectateurs de Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir à nouveau regardé. Votre fidélité nous permet d'aller de l'avant, de vous servir mieux d'année en année. Et dans dimanche à un autre, la rediffusion de ce programme, ce sera demain à 9h sur les antennes de Canal 2 International. Je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, mais n'oubliez pas le rendez-vous de l'édition bilingue à 13h, tous les jours, de lundi à vendredi, en compagnie d'Henri Kédian Atembe. Allez, au revoir, portez-vous bien et à très bientôt.